Bon, je crois qu'on est bon. Euh, Bienvenue de retour aux Envers de Hegel. J'espère que vous avez passé quelques bons mois. Euh, nous nous étions arrêtés la dernière fois vraiment avec la pensée de Simone de Beauvoir, je dirais, complimentée par Sartre et Fanon, mais principalement par Simone de Beauvoir. Et vous vous rappeliez que ce qu'on avait retrouvé chez Simone de Beauvoir, c'était cette euh, idée d'essayer de comprendre les relations entre les hommes et les femmes à travers une conversation, un dialogue avec Hegel, et particulièrement avec le passage qui avait été mis vraiment au centre de la conversation philosophique à la moitié du XXe siècle, ce passage sur The Lord and Bondsman, donc traduit en français comme maître et esclave. Et vous vous rappelez que Simone de Beauvoir, en fait, avait retourné cette dialectique sur les questions de souverain et de vassal, n'est-ce pas? Et donc, d'une certaine manière, Beauvoir avait remis Hegel sur ses pieds, presque, on pourrait dire. Il avait été détourné, je dirais, par Alexandre Kojève et toute la pensée philosophique qui suivait dans le chemin de Kojève, qui avait repris la phénoménologie pour l'interpréter entièrement à travers le prisme du maître et de l'esclave, pour essayer de retrouver la guerre des classes. Donc c'était une lecture marxiste de Hegel, d'essayer de retrouver dans cette phénoménologie, dans ce trajectoire phénoménologique, de retrouver la lutte des classes au centre même. Et d'une certaine manière, ce que j'avais proposé, c'était que Simone de Beauvoir avait donc remis Hegel un peu sur ses pieds, puisque, en fait, quand on regarde le texte, quand on regarde les termes utilisés en allemand, ce n'est pas vraiment maître et esclave qu'on retrouve, mais plutôt souverain et vassal. Et donc, de Beauvoir avait donc remis Hegel sur ses pieds pour utiliser cette relation de vassalité pour essayer de comprendre les relations entre hommes et femmes. Et on retrouve ça bien dans ces passages, par exemple celui-ci. Bien sûr, le problème, c'était qu'il y avait une certaine réification des notions de homme et de femme. Donc c'était une réification d'une conception biologique, vraiment, de ces deux catégories. Une conception biologique qui sera donc mise en cause dans le travail de Judith Butler. Et c'est donc ce travail de Judith Butler qu'on va examiner aujourd'hui en conversation avec Hegel. Bien sûr, on pourrait entrer dans le corpus du travail de Butler à travers beaucoup de prismes. Mais bien sûr, on choisit un certain prisme, celui de Hegel, qui va privilégier certaines interprétations. On pourrait bien sûr rentrer dans le travail de Butler à travers d'autres interlocuteurs qui ont eu
une influence et une importance majeure chez Judith Butler, par exemple Foucault, ou bien Freud et la psychanalyse. Il faut bien comprendre que pour bien lire le travail de Butler, son travail est beaucoup plus en conversation avec Foucault et avec la psychanalyse qu'avec Hegel. Bien que Hegel soit toujours présent et a joué un très grand rôle en termes d'interlocuteur. Je dirais Hegel était le premier, qui a été ensuite aufgehoben par Foucault et la psychanalyse, on pourrait dire. Bon, alors j'aimerais commencer avec 3 citations de Butler. Okay. La première qui est en liaison directe avec nos propos sur de Beauvoir. Donc, si l'affirmation de Beauvoir, selon laquelle on ne naît pas femme, mais on le devient, contient une part de vérité, il s'ensuit que la femme elle-même est un concept en devenir, un processus, une construction dont on ne peut légitimement dire qu'elle a un commencement ou une fin. En tant que pratique discursive permanente, elle est ouverte à l'intervention et à la résignification. Okay. All right. Alors, je crois qu'on voit bien dans ce passage la critique de Butler de Beauvoir, qui est en train et qui est essentiellement en train de démontrer que les termes qui étaient restés dans le travail de Butler, les termes de femme, de woman et de man, eux-mêmes ont besoin d'être déconstruits et qui peuvent être déconstruits non pas simplement par un questionnement purement scientifique ou biologique des différences de sexe, mais par le travail sur le genre qui, ce travail, construit et fabrique ces termes de femme et de homme, même dans le contexte de ce qu'on appelle le sexe, vis-à-vis le genre, n'est-ce pas? Donc, si Beauvoir avait mis en cause peut-être la fémininité et la masculinité, mais avait gardé la distinction entre homme et femme, Judith Butler, dans son travail Gender Trouble, va mettre en cause ces distinctions de sexe en utilisant la critique performative du genre. Okay? Donc, on est immédiatement rattaché au travail de Beauvoir, et comme vous allez voir, on sera immédiatement aussi rattaché au travail de Hegel. Alors, deuxième citation, et je ne sais pas pourquoi je l'ai traduit en français, j'imagine que tout le monde comprend l'anglais, mais bon, je l'ai traduit en français. Si le caractère immuable du sexe est remis en question, peut-être que cette notion appelée sexe, en quotation marks, est tout autant une construction culturelle que le genre. En effet, peut-être s'agit-il depuis toujours de genre, ce qui aurait pour conséquence que la distinction entre sexe et genre
s'avère n'être aucune distinction. Okay. Donc voilà donc la continuation de cette pensée. La continuation de cette pensée étant que, donc, et allez-y, asseyez-vous là, à la table. La conséquence étant que on ne peut pas se replier sur les distinctions de sexe, mais que la distinction qui est déconstruite de genre déconstruit aussi cette distinction des sexes. All right. Troisième citation de Butler, encore de Gender Trouble. If gender attributes, si les attributs et les actes de genre, c'est-à-dire les diverses manières dont un corps manifeste ou produit sa signification culturelle, sont performatifs, alors il n'existe aucune identité préexistante à l'aune de laquelle un acte ou un attribut pourrait être évalué. Okay? Donc il n'existe aucune identité préalable. Il n'y aurait pas d'acte de genre vrai ou faux, réel ou déformé, et la postulation d'une véritable identité de genre serait dévoilée comme une fiction normative. Le fait que la réalité du genre soit créée par des performances sociales soutenues, donc par des sustained social performances, signifie que les notions mêmes de sexe essentielles et de masculinité ou de féminité vraies ou immuables s'inscrivent également dans la stratégie qui dissimule le caractère performatif du genre et les possibilités performatives de prolifération de configurations de genre en dehors des cadres restrictifs de la domination masculiniste et de l'hétérosexualité obligatoire. OK. Donc, troisième citation qui, je vais proposer, nous lie directement au travail de Judith Butler sur Hegel. D'où Judith Butler avait commencé ses études. On pourrait dire qu'on retrouve ici cette notion de manque d'identité préexistant, de perte de soi, d'une perte de sa propre identité, de ce que Butler appelle self-loss, perte de soi, et qui est à son origine le produit de son analyse de la phénoménologie de l'esprit. Bon, alors, ce que je vais vous proposer, c'est que la théorie du genre de Judith Butler peut très bien être comprise en conversation et directement en ligne, disons en ligne directe de ses travaux sur Hegel depuis les années 1980 environ. Donc, une manière de comprendre Butler, une manière de trancher, d'entrer, une coupure, une manière d'entrer et peut-être d'arrêter Butler à cette époque où, je dirais, commence l'étude de la perte de soi. Comme vous savez, le travail doctoral de Judith Butler était sur Hegel, sur la phénoménologie et sur la réception de Hegel dans la pensée philosophique du XXe siècle, principalement dans son travail doctoral, principalement en regardant Kojève, en relisant Hippolyte, donc le Hegel de Hippolyte, et Sartre. Et donc c'était là vraiment les repères essentiels
pour Judith Butler dans leur travail doctoral. Ce n'était que simplement après avoir soutenu la thèse, donc, qui était principalement sur Hegel en direction de Sartre, avec un long traitement de Sartre. C'était simplement après la soutenance que Judith Butler s'est tournée à la pensée de Lacan, Deleuze et Foucault. Donc dans les années, donc la soutenance c'était en 1984, et c'était en réécrivant le doctorat pour le faire publier en livre, donc Subjects of Desire, qui est publié en 1987, que Judith Butler va ajouter un chapitre sur la pensée post-structuraliste, sur la pensée de Foucault, Lacan, Deleuze. Et c'est à ce moment-là, en 85-86, que Butler va se lancer dans la pensée de Foucault et aussi à travers Lacan, bien sûr, dans la pensée de Freud, qui va nous donner le travail en 1990, Gender Troubles. Okay. Alors je dirais que, et comme on va voir, Butler ensuite a continué à travailler Hegel, comme on va le voir par exemple dans le premier chapitre de The Psychic Life of Power, où Butler va travailler un passage différent, le passage sur la conscience malheureuse, pour essayer d'ajouter cette dimension psychique, psychoanalytique à son analyse du pouvoir. Butler continuera à travailler Hegel à travers ses conférences sur Antigone, dans les conférences qui sont publiées comme Antigone's Claim en 2000, et continuera à étudier Hegel avec des essais et des autres chapitres, comme on va voir, jusqu'au présent, dernièrement avec un essai que vous avez lu de 2020 qui s'appelle Why Read Hegel Now? Okay? Bon. Alors ce que je proposerais, c'est que Butler effectue ou opère deux inversions distinctes de Hegel. La première au niveau phénoménologique de l'individu, un terme que Butler n'utilise pas, mais enfin que vous comprendrez le sujet, et un second au niveau de la collectivité et de la société entière. Je dirais que ces deux inversions de Hegel sous-tendent toute la philosophie politique et la pratique politique de Butler. Ils nourrissent la critique que Butler propose de l'identité de genre. Ils motivent la théorie de Butler sur la fluidité, la perte du sujet. Elles sous-tendent les engagements politiques de Butler en faveur de l'égalité, de l'interdépendance, de la non-violence, de la sociabilité. Et je dirais que il y a beaucoup d'implications pour nous en ce qui concerne notre propre politique, nos propres pratiques, nos propres relations aux crises aujourd'hui, comme on peut bien l'entendre dans son essai Why Read Hegel Now? Comme vous savez, dans cet essai de 2020, Butler revient sur son engagement de plusieurs décennies, son engagement avec Hegel,
et en particulier sur la phénoménologie de l'esprit. Ouvrage qui vraiment est au centre de leur réflexion depuis leur thèse de doctorat. Je dirais que Butler identifie dans la phénoménologie et à deux endroits les plus importants pour Butler, qui sont d'abord la dialectique du maître et de l'esclave, qui donne lieu ou qui est le centre de l'émergence pour Butler d'une éthique de non-violence et d'un impératif de ne pas tuer, comme le dit Butler. Donc, donc il y a à ce moment-là, je dirais, la possibilité de comprendre la déconstruction du sujet dans ce combat, dans cette lutte même. Et je vais vous proposer que, enfin, c'est une interprétation de Butler, qu'il n'y a non pas ici une ontologie, mais une phénoménologie de la manière dont le sujet se rencontre, et qu'on pourrait en fait penser à la lutte maître-esclave chez Hegel comme étant le lieu de la lutte interne du sujet, de son aliénation, de ses fragmentations, qui résulte en fait en une lutte violente interne du sujet. Donc je dirais qu'il y a à ce moment, qu'il y a dans la dialectique hegelienne du conflit entre les deux consciences de soi, qu'on pourrait en fait penser à ce conflit comme étant un conflit interne du sujet qui mène proprement à son propre aliénation, une vraie lutte, une lutte à la mort. Ok, donc ça c'est, encore une fois, c'est mon interprétation. Hein. Je ne propose pas que Judith Butler soit d'accord avec cette interprétation. Hein. Mais il me semble qu'un moment, et donc cette première inversion qu'on va étudier, c'est vraiment un moment où le sujet soi-même se distancie de soi. Se fragmente et qu'il y a une lutte violente interne. Une lutte violente qui est presque, on pourrait dire, vous savez, c'est la lutte de la vie et la mort entre le maître et l'esclave dans l'interprétation de Kojève. Mais ici, je dirais que c'est presque une lutte presque suicidaire du soi, qui se décompose, qui s'attaque soi-même et qui finalement se perd. Ok. Bon, c'est ce que je vais proposer. En même temps, donc, Butler se focalise sur
le passage après la dialectique du maître et de l'esclave, le passage sur la conscience malheureuse, pour retrouver les éléments de socialité. Et ça, c'est le côté de son interprétation de Hegel comme une théorie sociale, en fait, qui est, je dirais, peut-être plus dominant chez Butler. Une interprétation de la phénoménologie comme étant une théorie sociale, n'est-ce pas? Comme la lecture plus de l'école de Francfort. Et je dirais que dans ce contexte-là, il y a, après la lutte entre le seigneur et le vassal, une reconnaissance d'un processus qui révèle leur interdépendance, et donc notre interdépendance humaine, et la nécessité d'organiser la société de manière à promouvoir les liens sociaux à travers des moyens solidaires, des services sociaux, des soins de santé, des questions environnementales. Et c'est en s'appuyant sur ces valeurs-là, qui découlent donc du développement de Hegel, que Butler va éventuellement s'écarter et va mettre de côté Hegel sur les questions de souveraineté nationale, sur les questions de frontières nationales, sur les questions pour essayer de développer une philosophie qui est ouverte à l'immigration, qui respecte les droits humains des migrants. Okay? Et là, ce sera une séparation, une distanciation du Hegel de la philosophie du droit. Bon. Et donc, Butler va écrire je m'éloigne de Hegel, mais cela signifie qu'il est un point de départ pour ma pensée, mais aussi un penseur que j'ai dû quitter afin de continuer à penser selon mes propres termes. Ok. Alors, première inversion. Première inversion qui se situe donc au niveau de l'individu ou de la personne, mais personne comprise comme l'aboutissement de tout un processus de subjectivation, de ce que Michel Foucault appelait l'assujettissement. Et Butler reprend cette approche foucaldienne de l'assujettissement, de la subjectivation, pour essayer de comprendre le sujet. À ce niveau, donc individuel, disons, il faut bien comprendre que, Butler utilise le terme de sujet toujours, et pas de individuel ou de personne, parce que la notion de personne ou d'individu, elle est trop accomplie, trop cohérente, et représente trop une fermeture de cet assujettissement. Mais bon, pour qu'on se comprenne un peu, on est au niveau quand même de l'individu, n'est-ce pas, qui est dans un processus d'assujettissement. Et je dirais que Butler court-circuite la progression de la conscience de soi dans le travail de Hegel, au stade dans le travail de Hegel où le sujet se rebute contre lui-même. On pourrait penser que ce que Butler fait, c'est de stopper net le mouvement hegelien précisément à ce moment-là, au point où le sujet se perd.
afin d'éviter, en fait, afin d'éviter la cohérence du sujet qui se retrouverait dans le mouvement de dépassage, de overcoming de la dialectique. Okay? C'est vraiment afin d'éviter tout dépassement ou toute réconciliation ou toute résolution de cette confrontation du soi avec le soi, pour éviter, je dirais, la production d'un sujet unifié, cohérent. All right? Et c'est donc là, je pense qu'il en résulte un sujet, on termine avec un sujet, c'est pas qu'on termine jamais avec Judith Butler, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de closure, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'un processus qui est le mouvement, mais c'est un mouvement un peu de début hegelien, qui est ce moment où le soi se confronte et s'aliène. Il en résulte donc un sujet en lutte, sans réconciliation, sans résolution, sans fixité, sans unité, sans stabilité, sans identité. Il en résulte un soi, comme l'écrit Judith Butler, pour lequel il n'y a pas de rétablissement définitif après la perte de soi. Ok? Et c'est important, ça. Il y a une perte de soi qui ne mène pas à un rétablissement. Ok? Alors, Butler situe cette première inversion de Hegel principalement dans le passage vraiment à la fin de Maître Esclave et dans la conscience malheureuse, donc à la moitié, dans la seconde moitié du 4e chapitre de la phénoménologie, ainsi que dans la réception philosophique française de Hegel au XXe siècle, et particulièrement dans la pensée post-structuraliste. Donc c'est vraiment dans le livre et plus que dans la dissertation même que Butler situe ça dans la pensée de Foucault. Et Butler détourne notre attention pour la porter sur cet aboutissement de l'évolution de la conscience de soi. Donc, après le stoïcisme, après le scepticisme, mais vers le soi qui est divisé et tourmenté. C'est là que le mouvement hegelien se heurte pour Butler. C'est ce moment de recul, de dispersion, un mot que Butler utilise, dispersion, de division interne du soi, division interne et de l'externe aussi, d'instabilité dans un processus de subjectivation interrompue. Je dirais que le cœur de la philosophie du soi de Butler se situe au moment où, selon ses propres termes, quote, le sujet hegelien subit à plusieurs reprises sa perte de soi. En effet, il s'agit d'un soi constitutivement exposé au risque de se perdre. N'est-ce pas? C'est un soi qui est constitué par ce risque de se perdre. Ok? Et donc Hegel, ou plutôt, c'est pas vraiment Hegel, c'est un Hegel qui est mis en suspens à ce moment-là, qui est arrêté, qui fournit la clé de cette figure de soi
qui se confronte à elle-même, se confronte, le soi qui se confronte à elle-même, à lui-même, se perd et finalement ne peut plus revenir à lui-même. Donc Butler écrit ainsi, ce n'est ni précisément une nouvelle théorie du sujet, ni un déplacement définitif du sujet que Hegel propose, mais plutôt une définition en déplacement, pour lequel il n'y a pas de restauration finale. Okay? Et ça, c'est vraiment important. Hein? Un déplacement continu, sans restauration finale. Voyons. Ce passage est important, par exemple. The emergent subject of Hegel's phenomenology is an ecstatic one. Ecstatic, en d'autres mots, qui sort de soi, qui est en dehors de soi, n'est-ce pas? Is an ecstatic one, a subject who constantly finds itself outside itself, and whose periodic expropriations do not lead to a return to a former self. Indeed, the self who comes outside of itself, for whom ecstasis is a condition of existence, is one for whom no return to self is possible, for whom there is no final recovery from self-loss. Okay? Le self-loss est absolu. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour à son identité. Il n'y a pas de. On est toujours dans une condition extasis, en dehors de soi, aliéné de soi-même. Il n'y a pas de restauration finale. Et je dirais donc que Butler presque accompagne le sujet émergent de Hegel dans la phénoménologie, à travers les premiers cycles de la reconnaissance et du désir, jusqu'au point où le moi, à maintes reprises, va à l'encontre de soi-même, hors de soi-même. Et c'est là, je dirais, où Butler, d'une certaine manière, se détache de Hegel, à ce niveau, au niveau de la personne, de l'individu. On pourrait dire, si on utilisait le langage de l'école de Francfort, que Butler arrête le mouvement dialectique au moment de l'auto-négation du sujet. Et l'école de Francfort a toujours joué un très grand rôle dans la pensée de Butler, comme vous pouvez le lire du reste. C'est dans la préface que Butler a écrit en 1998, une nouvelle préface pour le livre Subjects of Desire, que Butler retourne un peu sur son itinéraire intellectuel et qu'on entend vraiment l'importance pour Butler de l'école de Francfort. Mais si on utilise le langage de l'école de Francfort, c'est vraiment c'est le moment de rupture, je dirais, c'est à ce moment de l'auto-négation du sujet. Et on pourrait dire que Butler formule une théorie presque dialectique, mais sans dépassement, n'est-ce pas? Sans Aufhebung, sans consolation. Donc Butler s'engage dans une forme de dialectique négative. Et je dirais que c'est une dialectique négative qui ressemble, qui a une ressemblance familiale à la dialectique négative de Adorno, dans ce contexte ici. Et aussi de la négativité chez Herbert Marcuse. En ce qui concerne Adorno, on se retrouvera la semaine prochaine, du reste, mardi prochain. On sera dans le bâtiment de recherche sud avec Martin Zarr, qui est professeur à l'université de Francfort, spécialiste entre autres de Hegel, mais de Adorno, de l'école de Francfort.
et de Foucault aussi, qui va présenter sur Adorno et Hegel, avec aussi Lea Geckel, qui a écrit sa thèse sur Adorno, et Billy Alexopoulos, qui est une doctorante qui travaille sur Adorno aussi. Donc on fera Adorno et Hegel la semaine prochaine, mardi prochain. Okay? Et comme vous savez, vendredi, on fait Deleuze. Okay? Et ça, ce sera au 54. Okay? Bien. Ok. Bon. Mais de toute façon, on peut lire ce travail de Butler, je crois, à travers le prisme de la dialectique négative de Adorno et aussi de la valorisation de la négativité chez Marcuse. Ok, bon. On pourrait aussi dire, dans une terminologie foucaldienne, que Butler se concentre sur la dimension de la désubjectivation, qui est au sein du processus d'assujettissement que Foucault associe à Nietzsche et à Blanchot et à Bataille. Alors, je dirais que là, vraiment, Butler se concentre sur ce que Foucault avait décrit comme cette tâche, cette tâche de déchirer le sujet, tear the subject away, de déchirer le sujet de lui-même, de telle sorte que le sujet ne soit plus le sujet en tant que tel, ou qu'il soit complètement autre que lui-même, afin qu'il puisse parvenir à son anéantissement, à sa dissociation. Bon, tout ça, c'est du Foucault. Hein. C'est du Foucault, particulièrement là, ce passage-là, c'est du Foucault de 1978, dans son entretien avec Trombadori, un entretien qui est vraiment exceptionnel, important, où on l'entend dire, hein, il dit, c'est cette entreprise de désubjectivation, l'idée d'une expérience limite qui arrache le sujet à lui-même et qu'il expérience lui-même, Foucault, comme il dit, pour m'empêcher d'être toujours le même. N'est-ce pas ? Donc c'est cette expérience, ce désir d'être différent. Et je crois ici aussi, on retrouve vraiment une ressemblance familiale avec cette notion de désubjectivation. Comme vous savez, Foucault disait qu'il écrivait tous ses livres pour se changer lui-même, pour être une différente personne, enfin un différent soi. Voilà. Et que tout le travail qu'on fait quand on lit, quand on écrit, est un effort de désubjectivation. Eh bien, je dirais qu'on trouve dans ces passages de Butler cette même idée, enfin une idée semblable, disons, une ressemblance familiale d'essayer de trouver la perte de soi sans qu'il y ait de possibilité de réconciliation, de mouvements dialectiques qui dépasseraient tout le mouvement dialectique, en fait, dépasserait cette déconstruction de soi. Si on continuait avec le mouvement hegelien dialectique, il y aurait résolution avec certaines formes d'identité et d'inclusion, n'est-ce pas, dans la dialectique hegelienne. Enfin, c'est ce dont on va probablement beaucoup parler dans le contexte de Deleuze, parce que Deleuze, il voulait contester ces idées de différence et d'identité, mais traditionnellement, dans la dialectique hegelienne, c'est une question de différence qui devient des contradictions, mais quand il y a résolution, il y a inclusion des deux éléments dans la résolution, n'est-ce pas ? Eh bien ici, on ne peut pas trouver ça, n'est-ce pas ? Bon, je pense que la plupart des penseurs critiques
qui ont confronté Hegel se sont arrêtés à un certain moment. Je pense que c'est ce qui s'était passé avec Kojève et avec toute la lecture qui suivait Kojève. Ils s'étaient arrêtés donc à la lutte à mort, pour essayer de décrire la lutte des classes, mais ils s'étaient arrêtés d'une certaine manière. Et c'était un certain arrêt dans Hegel qui l'aidait à comprendre et à tout interpréter. Peut-être que je suis en train d'arrêter Butler moi-même, mais je dirais que Butler ici est en train d'arrêter Hegel pour sa propre interprétation phénoménologique du soi, d'arrêter Hegel dans ses pas ici, de ne pas continuer en ce qui concerne ces questions d'identité, en ce qui concerne ces questions de no return to self, no final recovery from self-loss. Okay? Donc ça, c'est une première inversion de Hegel dans le travail de Butler. Alors, la deuxième inversion de Hegel s'opère au niveau de la collectivité ou de la société. Et c'est là, et je pense que là, Butler serait tout à fait d'accord, c'est là où il y a en fait une lecture de Hegel à travers le prisme d'une théorie sociale. Alors Judith Butler s'appuie ici donc sur la philosophie de Hegel relative à la vie en communauté, l'organisation sociale, ce qu'on appelle la théorie de Hegel de Sittlichkeit, la vie éthique. Okay? S'appuie donc sur toute cette question de l'organisation sociale et de la vie éthique pour élaborer une théorie politique de la non-violence et de la solidarité. Non-violence et solidarité, non-violence et socialité. Il s'agit donc d'une vision politique qui englobe des principes d'égalité, de reconnaissance mutuelle, d'interdépendance humaine, et qui promue des structures sociales, des services sociaux, la protection de l'environnement et surtout la protection des droits des migrants. Butler propose cette politique comme une alternative aux trois formes politiques dominantes aujourd'hui, donc des politiques de la souveraineté un peu hobbesienne de Hobbes, n'est-ce pas? Celui de la gouvernance néolibérale et celui du fascisme, disons. Ce sont les trois autres repères politiques contre lesquels Butler développe leur politique, je dirais, de non-violence et de socialité. Alors ici, Butler s'appuie principalement sur les éléments de la philosophie du droit de Hegel, et encore en partie sur la phénoménologie de l'esprit du chapitre 4. Et en ce qui concerne la phénoménologie, là, c'est vraiment, encore une fois, au moment de l'aboutissement de la dialectique du combat et de l'aboutissement de la conscience malheureuse. C'est vraiment la fin de la lutte pour la reconnaissance, et c'est ces deux moments. Alors le premier, c'est à la fin de la lutte elle-même. Et Butler écrit et dit dans Why Read Hegel Now? Quote, à la fin de la lutte à mort, nous en venons à
comprendre l'impératif de ne pas tuer. Okay? Donc, lecture de Butler qui retrouve, donc, après la lutte, cet impératif de ne pas tuer et l'impératif de non-violence. Okay? C'est un impératif qui émerge non seulement comme une éthique individuelle, mais aussi comme une exigence sociale. Butler écrit « Ce qu'il faut désormais, c'est une organisation sociale de nos vies qui reflète et honore cette interdépendance vivante, cet ensemble de vies interdépendantes, une organisation qui ne soit plus fondée sur la violence ou l'exploitation. » Okay. Donc ici on retrouve le principe de la non-violence. C'est les liens sociaux qui unissent le seigneur et ses serfs, enfin les vassals. Et c'est ces liens sociaux qui définissent leur existence mutuelle. Et toute donc nouvelle attaque serait quelque chose qui détruirait ces liens sociaux et qui les affaiblirait. Donc, Butler retrouve une forme d'interdépendance à travers ce passage qui émerge, interdépendance qui émerge et qui appelle à la solidarité et à la coopération. Comme Butler écrit, j'espère montrer avec l'assistance de Hegel comment on pourrait penser la socialité et la non-violence comme des potentiels dans notre temps même, des potentiels qui pourraient nous donner des manières de vivre dans cette époque historique. Ok. Donc ça, c'est l'engagement avec la phénoménologie. À partir de la phénoménologie de l'esprit, à partir de son engagement avec la philosophie du droit, Butler s'inspire vraiment des formes d'organisation sociale qui sont nécessaires pour Hegel à la réalisation de la conception positive hegelienne de la liberté. Alors Butler n'adhère pas bien sûr à la théorie plus large de Hegel concernant la réalisation progressive de la liberté par le biais de l'État ou de l'esprit absolu. Ce serait vraiment une forme de restauration finale que Butler, qui ferait frémir Butler, je pense. Mais Butler accompagne Hegel jusqu'au seuil de la Sittlichkeit, je dirais, jusqu'à l'espace social des normes, des institutions et des pratiques partagées qui pourraient, comme dit Butler, soutenir un mode de vie commun. Donc Butler s'éloigne de la philosophie du droit juste avant, je dirais, juste avant l'examen de l'État. C'est vraiment au stade de l'organisation sociale. Quelque part dans la discussion de la société civile. Mais je dirais que Butler lit la société civile d'une manière beaucoup plus communautaire que sociétaire. Dans la distinction de Ferdinand Tönnies entre le Gemeinschaft, vous savez, la communauté, et le Gesellschaft, la société, c'est une lecture, je dirais, beaucoup plus communautaire. Et c'est à ce moment, quelque part, dans la discussion, je dirais, enfin, Butler ne précise pas exactement où Butler s'éloigne de Hegel, mais c'est quelque part dans cette discussion de la communauté que Butler esquisse une politique fondée sur une forme d'organisation sociale
qui repose sur la reconnaissance mutuelle et l'interdépendance humaine, et donc qui explicitement inclut les services sociaux, les soins de santé, les réglementations environnementales, la protection des droits des migrants, etc. Je vais continuer maintenant. Je vais me rendre compte que j'ai pas amené mon carnet. Donc, alors je vais vous passer des pages et puis je les mettrai dans le carnet, ok? Excusez-moi, je suis un peu... Il y a beaucoup qui se passe, donc je m'arrête là pendant que j'y pense. On est quel jour? 17. Ah, c'est St. Patrick's Day. Vous allez tous aller au pub? Bon, allez-y. Puis j'ajouterai ça. Je crois qu'on y arrivera peut-être sur une page des deux côtés. Bon. Excusez-moi. Bon, alors, politique. La politique que Butler développe va tout de même aller bien au-delà de Hegel. Bon, il y a tous ces éléments de communauté, bien sûr. Il y a les éléments d'une vie éthique traduite par des normes et des institutions et des pratiques qui sont partagées, qui soutiennent la vie en commun. Mais Butler va aller au-delà parce que Butler ne va pas reprendre les propos de Hegel sur la nation, sur la nation unifiée, sur la souveraineté, sur les frontières, sur les intérêts nationaux, n'est-ce pas? Donc vous savez, je veux dire, quand on lit le texte, les éléments pour une philosophie du droit de Hegel, quand l'État, quand il arrive à l'État, on arrive à un État qui est un État de guerre. Il justifie la colonisation, disons, comme étant l'expansion nécessaire des marchés. Il justifie la guerre dans les relations internationales comme étant ce que les États doivent faire pour promouvoir leurs propres intérêts nationaux, etc. Donc Butler va se distancier bien sûr de tout ça, et c'est à ce stage-là que Butler écrit Hegel ne peut pas nous apporter les réponses dont nous avons besoin, mais peut-être pouvons-nous puiser dans son œuvre pour repenser cette époque d'immigration massive et d'hostilité croissante envers les droits des migrants. Alors c'est à ce stage que Butler développe leur propre théorie de la reconnaissance qui opère à travers le discours et le langage, et surtout à travers les langues au pluriel. Butler opère à travers le multilinguisme et la pratique de traduction, l'idée, la notion de traduction, le concept de traduire entre langues, la nécessité de traduire entre langues, d'avoir des sociétés multilinguistes. C'est toutes ces traductions et ces pratiques de traduction qui, pour Butler, nous transforment au cours du processus et nous intègrent dans une communauté plus large, marquée par une socialité multilingue et multiculturelle. Et donc Butler développe tout ça à travers une analyse, je dirais, discursive, mais sur ces questions de langue pour essayer de développer une politique différente, très différente de ce qu'on aurait avec Hegel sur les droits humains
sur les droits humains des migrants. Et là, Butler prend une perspective très large, très généreuse sur. C'est pas simplement. Butler ne parle pas simplement de l'immigration pour le refuge ou l'asile, mais vraiment largement pour l'immigration, dans ces termes, pour la possibilité de subvenir à leurs besoins afin de sortir de la pauvreté ou d'échapper à la famine ou à la guerre. Donc c'est vraiment, ça inclut tout, immigration économique, besoin de pauvreté, etc. Donc, Butler s'écarte de Hegel. Butler écrit « Hegel ne serait certainement pas d'accord avec moi sur ce point. Mais donc, nous sommes donc confrontés à une autre inversion de Hegel qui s'appuie donc sur les réflexions de Butler concernant la reconnaissance et le langage et la traduction, et qui rejette toutes les conclusions qui seraient celles d'une souveraineté nationaliste. Alors, en même temps, Butler distingue leur politique de celle de Hobbes, parce que, bien sûr, comme vous savez bien, Hobbes, dans la lignée de la théorie libérale classique, vraiment focalise sur l'individu, ce que C.B. Macpherson a qualifié de l'individualisme possessif. Il s'agit là donc de l'individu constitué, réconcilié, complété, unifié, cohérent, instrumentaliste et calculateur, qui pourrait rentrer dans des contrats sociaux, etc. Donc, Butler rejette cette conception de l'individu et s'oppose à cette conception de l'individu qui mènerait au Commonwealth de Hobbes. Pour Butler, les individus n'existent pas tout simplement. Ils viennent à exister par un processus de subjectivation. Butler écrit « Aucun individu ne devient un sujet sans d'abord être assujetti ou subir une subjectivation, un assujettissement. » Et ce processus de subjectivation ne conduit pas à un individu unifié calculateur, mais plutôt à un sujet non résolu, donc constitutivement exposé au risque de se perdre soi-même. Bien sûr, Butler se distingue également des politiques, des modes de gouvernance néolibérales. Butler écrit que le néolibéralisme externaliserait tous les biens publics vers le marché dans leur quête sans limite de la privatisation totale de ces biens et droits qui étaient autrefois définis comme des caractéristiques centrales de la social-démocratie. Butler rompt avec les passages plus réactionnaires de la philosophie du droit de Hegel, et bien sûr, de cette manière-là, et ipso facto, vraiment des tendances néofascistes croissantes aujourd'hui. Je dirais que c'est cette réinterprétation de Hegel chez Butler, au niveau donc collectif, nourrit ses travaux sur la précarité, sur la vulnérabilité, sur la politique du deuil, sur tout son travail sur
grievability, n'est-ce pas, et sur les sujets qui ne peuvent pas être reconnus comme grievable. Donc, je dirais que tout ce travail au niveau collectif mène ou soutient ou est en conversation ou fonctionne avec la lecture de Hegel au niveau collectif de la même manière qu'au niveau du sujet, la lecture de Hegel fonctionne avec le travail sur le genre et sur le dernier livre, bien sûr, Who's Afraid of Gender, de 2024. Bon, alors, voilà, donc je crois que c'est ça vraiment les deux plus grandes interventions, inversions de Hegel dans le travail de Judith Butler. Et bien sûr, j'ai beaucoup parlé de Hegel dans la pensée de Butler, parce qu'on est en train de relire à travers Hegel. Mais on pourrait le faire sans Hegel, on pourrait le faire sans Foucault, etc. On pourrait simplement relire Butler directement. Je ne suis pas en train de proposer que Hegel a eu une influence sur Butler, mais je dirais que Hegel a toujours été quelqu'un avec qui Butler pense. Et on peut voir la manière ici. Et donc, si on refait le parcours, juste pour revenir un peu sur la chronologie, c'est vraiment tout a commencé avec le livre Subjects of Desire, Hegelian Reflections in 20th Century France, qui a été publié en 1987, qui était donc un remaniement de sa thèse. Et donc, vous pouvez l'entendre dans les chapitres. Le premier chapitre étant sur Hegel et sur la dialectique maître-esclave. Le second chapitre étant sur Alexandre Kojève dans les années 30, Jean Hippolyte dans les années 40. Le troisième chapitre étant sur Jean-Paul Sartre. Et puis ensuite, le quatrième chapitre, ajouté pour le livre, sur Deleuze, Lacan et Foucault. Alors, ce premier texte, alors là, je vais simplement retracer un peu, sans essayer de trop répéter, mais retracer la chronologie. Ce premier texte explore la manière dont la notion hegelienne du désir a été développée par les philosophes français du XXe siècle et soutient en effet que le désir chez Hegel est associé à un certain manque, à une certaine négation, à un certain désir de non-être, et donc à une certaine perte de soi, qui influence profondément la pensée post-structuraliste française. C'est ça un peu le propos du livre, vraiment. C'est d'essayer de montrer la manière dont le désir de Hegel a été interprété comme un manque qui va donc influencer ensuite Lacan et Foucault. Je pense que c'est un livre vraiment important qui ne fait pas toujours partie de la lecture habituelle de Butler, en partie parce que Butler
En partie, Butler pense que c'était un travail de jeunesse. Hein. Butler écrit dans la préface en 97, c'était un travail de jeunesse. Elle appelle ça juvenalia. Il faut être généreux avec. Je n'avais pas encore vraiment compris, je n'avais pas encore vraiment pris en compte Foucault, etc. Mais je pense que c'est pas un hasard, en fait. Et voilà l'importance de ce livre. C'est pas un hasard si le premier livre de Butler s'est concentré sur le sujet, sur le désir, sur la reconnaissance en conversation avec Hegel, sur cette relation entre le désir et la reconnaissance. Et je crois que, et du reste, c'est tout le travail doctoral qui l'aurait poussé vers la pensée post-structuraliste, vers l'œuvre de Foucault et Derrida, Deleuze, Kristeva, Lacan. Et je dirais que dans la fin du texte, en lisant l'analyse que Butler fait du traitement par Foucault du sujet désirant dans l'histoire de la sexualité, hein, particulièrement c'est une analyse de Butler, vous connaissez au début du deuxième volume, il y a un texte qui s'appelle Modification, au début du deuxième volume de l'histoire de la sexualité. Modification, c'est là où Foucault explique pourquoi ça lui a pris 8 ans pour publier le deuxième volume et le troisième volume. C'est un des passages les plus importants chez Foucault, donc je vous encourage de le relire. Ça s'appelle Modification. Il explique pourquoi il s'est retourné sur le sujet. Quand on lit Butler sur Foucault, sur ce passage de Modification, je crois qu'on perçoit vraiment une résonance avec cette ambition d'explorer donc la construction historique du sujet désirant. Hein? Subjects of desire, sujet désirant. C'est ce que Foucault, c'est ce qui manquait à Foucault, il nous dit dans Modification. C'est ce qui manquait dans le projet de volume 1, de comprendre comment le sujet désirant s'implique dans ces questions. La manière dont la vérité est produite à partir des relations de pouvoir qui se manifestent dans cette histoire du sujet désirant. Et je dirais qu'il y a vraiment des ressemblances familiales avec cette notion du soi dissocié. Butler écrit l'idée que le sujet lui-même est une fiction fondée sur la régulation du corps. Enfin, c'est une lecture de Foucault, mais c'est aussi vraiment le développement de la théorie butlérienne du genre et du sujet, et de cette fiction du sujet fondée sur la régulation du corps. Je dirais que c'est à la fois du Foucault, à la fois du Butler. Très important, là. Bon. On pourrait se demander, on pourrait se demander chez Foucault s'il y avait des traces de sa confrontation avec Hegel au début de son propre trajet dans cette analyse de faire une histoire du sujet désirant. Bon, alors, on peut donc lire le texte, mais ensuite, il y a cette préface que Butler a écrit en 1998, qui est 98, oui, donc 11 ans après la publication du livre, une nouvelle préface qui est assez remarquable, qui vaut la peine de lire parce que on retrouve tout
son développement intellectuel et une esquisse du trajet philosophique et une reprise donc de ce que Butler est en train d'essayer de faire dans cette conception du sujet qui ne peut pas se résoudre. Bon, c'est là où on retrouve vraiment la notion d'instabilité du moi, la valeur de la désubjectivation et le renvoi à la notion d'altérité qui reste aujourd'hui, je pense, la notion d'altérité qui reste aujourd'hui tellement importante pour Butler. Comme Butler écrit dans la préface, l'ensemble de mon œuvre s'inscrit dans l'orbite d'un certain ensemble de questions hegeliennes. Butler écrit ces questions. Quelle est la relation entre le désir et la reconnaissance? Et comment se fait-il que la constitution du sujet implique une relation radicale et constitutive à l'altérité? Ça vaut la peine de relire ça. Ouais, bon, alors je l'ai pas en ligne, excusez-moi. L'ensemble de mon œuvre s'inscrit dans l'orbite d'un certain ensemble de questions hegeliennes. Quelle est la relation entre le désir et la reconnaissance? Et comment se fait-il que la constitution du sujet implique une relation radicale et constitutive à l'altérité? C'est ça le rôle central de l'altérité, vraiment. Et je pense que c'est vraiment en conversation avec cette question de désubjectivité qu'on voit l'importance de l'altérité. Bon. Ok. C'est dans cette préface en 1998 aussi que Butler fait une liste de tout ce qui manquait dans le livre. Okay? Et on pourrait retracer un peu le trajet de Butler qui suit comme essayant de mettre en place toutes les pièces qui manquaient. Alors ce qui manquait, il y avait pas assez sur Georges Bataille, il n'y avait pas assez sur la conscience malheureuse de Hegel. Là, on y reviendra. Il n'y avait pas assez sur le livre de Jean Val, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Il n'y avait pas assez sur Antigone, il n'y avait pas assez sur des penseurs comme Derrida, Fanon, Irigaray, Jean-Luc Nancy. Bon. Et d'une certaine manière, les travaux ultérieurs de Butler sur Hegel peuvent être interprétés comme ces pièces manquantes. Okay? Alors, le livre qui suivra en 1997, c'est La vie psychique du pouvoir, The Psychic Life of Power, où Butler revient sur la question de la soumission, de la création du sujet. L'ambition de cet ouvrage est de mettre en dialogue une théorie foucaldienne du pouvoir avec une théorie de la psyché. Je dirais que cette ligne de réflexion découle directement du travail antérieur sur Hegel dans Subjects of Desire, complété par ses travaux sur le genre dans Gender Trouble. Parce que ces travaux-là ont mis en évidence un paradoxe dérangeant, un paradoxe centré sur la manière dont la création, la formation du sujet dépendent de formes d'auto-assujettissement, dépendent du fait que le sujet se tourne contre lui-même, recule, se confronte à lui-même,
à travers des formes d'auto-mortification, de mélancolie, d'ambivalence ou de rage. Donc, ce processus d'assujettissement repose sur une relation paradoxale entre le pouvoir et la psyché. Et la question au cœur de l'ouvrage devient alors quelle est la forme psychique que prend le pouvoir. Et c'est là, pour lancer l'analyse, que Butler revient à Hegel, cette fois pour mettre l'accent sur la conscience malheureuse, le passage sur la conscience malheureuse, qui n'avait pas été suffisamment traité dans Subjects of Desire. Et parce que la conscience malheureuse est vraiment le paradigme parfait de la conscience de soi qui se retourne contre elle-même en tant qu'élément essentiel de la constitution finale, enfin non finale, du sujet. Butler écrit dans The Psychic Life of Power, le malheur de la conscience qui émerge est son propre châtiment, l'effet de la transmutation du maître en une réalité psychique. Les auto-mortifications qui cherchent à redresser la corporéité insistante de la conscience de soi instituent la mauvaise conscience. Bon, c'est aussi un peu une critique de Foucault pour n'avoir pas suffisamment développé le côté psychanalytique, le côté psyché dans son analyse du pouvoir. Mais c'est en utilisant Hegel, en fait, donc, que Butler y arrive. Bon, ensuite, en 2000, il y a ces conférences sur Antigone, qui s'appelle Antigone's Claim, Kinship Between Life and Death. Et là, je dirais que c'est à rebours de l'interprétation de Hegel de Antigone. La plupart des penseurs français ont fait une critique de Hegel sur Antigone. Hegel, comme vous savez, distinguait entre les questions de parenté, de kinship, et les questions d'État, distingue donc entre Antigone, qui est placée dans le contexte des relations de parenté, de kinship, et le roi Créon, qui est placé dans le contexte de l'État, et Hegel plaide un peu pour la surplantation des relations de parenté par les relations d'État. Donc ça a été critiqué par de nombreux philosophes, Lacan, Luce Irigaray, et c'est vraiment le thème central des conférences de Butler. Comme Butler écrit, l'interprétation d'Antigone par Hegel soulève la question de la limite politique du sujet, c'est-à-dire à la fois les limites imposées à la subjectivité et les limites du sujet en tant que point de départ de la politique. Butler écrit « Hegel reste important ici car son sujet ne reste pas à sa place. Faisons preuve d'une mobilité critique qui pourrait bien s'avérer utile pour de futures réinterprétations de Hegel. » Ensuite, il y aura en 2006 toute une contribution sur Hegel en France qui reprendra, enfin c'est là où on retrouvera donc l'analyse de Butler des autres penseurs français qui n'avaient pas fait partie de l'analyse dans Subjects of Desire. Donc ce sera là où Butler écrira sur Georges Bataille, sur Blanchot, sur Derrida, sur Irigaray, sur Frantz Fanon, Catherine Malabou, etc. Ensuite, il y a un texte important en 2015 qui s'appelle, c'est un chapitre dans l'ouvrage Senses of the Subject, publié en 2015, un chapitre
intitulé L'amour chez le jeune Hegel. Et ça, c'est une lecture attentive d'un fragment précoce dans les écrits de Hegel, intitulé Amour, Love, enfin, dont il reste seulement 7 pages. Donc c'est un texte qui a été rédigé dans sa jeunesse, 1797, début 1798, à l'époque où il essayait de comprendre le christianisme. C'est des fragments donc, qui datent d'une période de la vie de Hegel où il tente de réconcilier sa foi religieuse, qui était très profonde, et ses travaux philosophiques et politiques. On en avait parlé quand on s'était penché sur le jeune Althusser, qui lui aussi essayait de lire cette période hegelienne chrétienne en relation avec la politique émergente de Hegel. Et Butler essaye de démontrer qu'il y a un principe d'égalité surprenant qui s'inscrit dans la formulation de l'amour chez Hegel, et que Hegel semble imaginer la possibilité d'un amour, selon Butler, qui dépasse la dyade et la propriété. C'est un très beau texte. Judith Butler m'a écrit en fait que c'est son texte préféré, donc je vous le recommande. Ça vaut peut-être la peine de le lire. Et puis finalement, il y a ce dernier texte de 2021, Pourquoi lire Hegel aujourd'hui? Et ça couronne un peu tout ce travail sur Hegel. Ce qu'on retrouve dans ce texte, c'est une certaine désorientation temporelle, je dirais. Le texte commence avec toute une analyse de cette question du maintenant. Pourquoi lire Hegel maintenant? Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le maintenant? Quelle est cette époque? Comment comprendre le temps même? Quels sont ces temps? C'est comme ça que Butler commence ce texte, une certaine désorientation. Qui peut dire l'heure en ces temps? Quels temps sont-ils? Pour ensuite développer toute son analyse de la socialité et de la non-violence. Donc c'est là vraiment qu'on trouve l'analyse que je vous ai proposée, le deuxième inversement de Hegel. Voilà. Donc ça c'est un peu le parcours entier, et je dirais mon interprétation, pas la sienne, pas celle de Butler, mais mon interprétation de ce que Butler est en train de faire en conversation avec Hegel. Ok? Bon. On a